bonjour à tous. Je suis Nicole Noblet. J'interviens aujourd'hui à la demande de Food Facts Index qui m'a sollicité pour une réflexion sur les effets d'une taxation dite comportementale. Aujourd'hui dans le monde, l'alimentation est devenue un véritable sujet de société et l'augmentation de l'obésité et de ses conséquences financières oblige l'État à faire face à un problème grave de santé. Y a-t-il un lien de cause à effet entre l'alimentation et l'obésité? Ce sera le premier débat, qui oblige à s'appuyer, bien entendu, sur des études scientifiques avant de décider et des moyens, et en particulier l'utilisation de l'outil fiscal afin de financer les coûts qui restent à la charge de la sécurité sociale. À ce jour, les expériences tentées dans le monde pour mettre en place ce type de taxation, dite comportementale, ne s'est pas révélé d'une réelle efficacité. Et en France, le récent rapport d'Audiny, qui projette une multiplication de taxes applicables en particulier aux graisses et au sucre, a suscité beaucoup de débats et de controverses. La fiscalité, revenons-en à ce qui m'intéresse, la fiscalité doit-elle être ou devenir un outil punitif? Si c'était la décision du législateur, il faudrait qu'elle soit alors appuyée sur des études scientifiques avérées et garder la justice fiscale et sociale. Statistiquement en France, 15% des personnes adultes sont obèses. Ça représente 6,5 millions d'individus, tout âge confondu, y compris les seniors. Aux USA, c'est 30% d'obèses et 31% de personnes en surpoids. Et ce taux a doublé depuis 1980. Aujourd'hui, les États-Unis, qui étaient le pays en tête de la liste statistique de l'obésité, se voit prendre sa place par l'Égypte, qui a 34,6% d'obèses, et le Mexique, qui a 32,8% d'obèses. Étonnamment, derrière arrivent la Chine et certains pays du Golfe qui se bousculent presque à la tête des statistiques, l'Arabie Saoudite, le Qatar et le Koweït. Et, surprise, loin des tableaux statistiques, les îles du Pacifique, les îles américaines de Samoa, Tokelau et Tonga, qui sont à des taux très élevés, 74, 63, 56%. La responsabilité présumée de la consommation de matières grasses saturées et de sucre rapide dans l'augmentation des maladies graves ou chroniques oblige l'État, via les dépenses de la sécurité sociale, à faire face à ce gros problème. Augmenter les taux d'imposition devient en France une action très difficile et pourtant, la capacité d'invention et d'aménagement de la fiscalité française est remarquable et la fiscalité des taxes destinées à modifier les comportements est louable, mais leur définition reste encore beaucoup trop floue. Elles sont innovantes, appuyées sur des stratégies théoriques, mais elles se révèlent en réalité en fort décalage avec les études scientifiques. Elles sont complexes à appliquer et elles génèrent des dérives économiques, voire une certaine injustice pour les contribuables payeurs. Il y a quelques exemples de pays européens européens et non européens d'ailleurs, qui ont tenté de mettre en place ces taxes. Et le plus intéressant, ce serait le Danemark, qui en 2011
a décidé de taxer les graisses et les huiles animales et certains aliments sucrés. Et cette fat tax, un an après, a été jugée carrément nuisible, pour reprendre l'adjectif d'un des ministres, pour l'économie nationale, et aussitôt abandonnée. Chacun a insisté sur le rapport très faible du coût-bénéfice, les contraintes lourdes pour les entreprises et même les services de l'État. Et cette expérience n'a pas été extrêmement suivie d'études scientifiques qui aient pu démontrer que cette taxe avait eu effectivement un effet sur le comportement des gens et surtout sur la santé des gens. Voilà, je pense que chacun de vous a pu juger de la complexité de cette taxation et surtout de l'impact qu'elle a sur les contribuables et la façon dont ils la ressentent lorsqu'il faut mettre la main au porte-monnaie. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je pense que j'ai omis de vous préciser lorsque je vous ai salué que j'avais exercé pendant un grand nombre d'années pour l'administration fiscale, le ministère des Finances, puis ensuite dans d'autres catégories de services un peu éloignés de la fiscalité, mais qui m'ont permis en tous les cas d'acquérir une vision plus large de la société. Je vais essayer de faire peut-être un petit tour d'horizon des pays qui ont pratiqué cette taxation. Nous venons de parler du Danemark. Il y a bien entendu les États américains, les États qui taxent les boissons sucrées et les sodas de manière assez forte, sans que pour autant le résultat sur la santé des gens soit évident. Il est surtout évident pour faire grossir les caisses de l'État. Une démarche similaire a été faite en Finlande en 2011, mais là c'était plus ciblé sur le sucre, les bonbons, le chocolat, les glaces, les sucettes, et suivi d'une augmentation de la taxe sur les sodas et d'autres boissons. Ils sont en ce moment à l'étude pour introduire une taxe sur les graisses saturées. La Hongrie taxe le sel, le sucre, la caféine et depuis 2011, elle cible également certains produits qui sont jugés mauvais pour la santé, comme les sodas, les boissons énergisantes et certains produits très sucrés, préemballés et certains condiments très salés. L'île Maurice, en 2013, a elle-même instauré une taxe sur les sodas. Le Mexique, qui fait partie des pays extrêmement touchés par l'obésité, taxe les boissons sucrées et les aliments de plus de 275 calories pour 100 grammes. La Norvège prélève également une taxe sur les aliments sucrés. Certains pays du Pacifique, qui eux aussi sont touchés par l'obésité, je le disais tout à l'heure, Samoa et Tonga, mais également les îles Fidji, imposent les boissons sucrées ou les produits qui contiennent des graisses animales et pour cela, ils prélèvent des taxes fiscales et douanières. En 2010,
La Roumanie elle-même a préparé une législation assez contraignante sur les produits de consommation courante qui pourraient s'avérer mauvais pour la santé, et elle a également, comme le Danemark, renoncé sous la pression du Parlement et de l'opinion générale. Aujourd'hui, d'autres pays ont pour projet de mettre en œuvre des pratiques similaires, notamment l'Irlande, l'Italie et la Malaisie. Les Philippines n'innovent pas tellement en matière de taxation de produits gras et sucrés, mais rendent beaucoup plus sévère la fiscalité visant la consommation du tabac et de l'alcool. Singapour se borne à taxer l'alcool et le tabac également. Aujourd'hui, ces taxations qui sont liées à l'alcool et au tabac sont extrêmement bien maîtrisées par les administrations, et leur modification se borne à des révisions de taux. Par contre, les projets de mise en place de taxation sur les produits gras ou sucrés représentent pour les services une charge de travail et est un petit peu anticipé, puisque pas suffisamment appuyé sur des évaluations scientifiques, sur une analyse économique et sur la base de paramètres probants, ou tout simplement sur l'intérêt général. Dans quelques années, il est probable que les budgets ne seront plus suffisants pour payer les dépenses liées à la santé, et plus précisément celles de l'obésité et des maladies cardiovasculaires qui en découlent. Comment la fiscalité comportementale pourra-t-elle assumer toutes ces insuffisances? Aura-t-elle contribué à corriger efficacement la lutte contre ces maladies chroniques liées à l'alimentation? Si l'État continue à accroître toutes ces recettes, peut-on s'interroger sur son efficacité? En tous les cas, et là c'est peut-être un avis personnel, la fiscalité n'est pas une thérapie médicale. Elle n'est pas là pour lutter contre des maladies chroniques, et sous des vocables de santé, elle n'est pas là non plus pour contribuer au redressement des comptes publics. La fiscalité, c'est un domaine particulier qui s'adresse à tous et à tous équitablement. Donc, ces taxes dites comportementales doivent être étudiées vraiment en mettant en place une technique économique et financière, et appréhender toutes les conséquences individuelles et communes qu'elles vont générer. Ce n'est pas un jeu, ça ne peut pas être basé sur des annonces, des coups de poker. Ça s'appuie sur des analyses, ça doit s'appuyer sur des analyses sérieuses, établies, et sur des bases statistiques réelles. En France, le rapport d'Audiny semble être justement l'exemple type de cette manière de taxer sans tenir compte réellement des vérités scientifiques. Donc, il semble qu'il est plus facile de mettre en place un dispositif commun où tout le monde va participer,
et où ceux qui ne se sentent pas concernés vont être l'impression d'être des punis. L'État n'est pas là pour punir, je le répète, et il faut d'ores et déjà s'appuyer sur les études scientifiques, avoir du recul, un recul suffisant pour établir si oui ou non ces produits alimentaires sont la cause essentielle de l'obésité, si il n'y a pas d'autres moyens plus médicaux et qui entreraient directement dans le budget de la sécurité sociale en faisant jouer les paramètres propres à la comptabilité publique, c'est-à-dire faire glisser des postes qui sont moins importants sur ceux qui sont plus importants et éviter sans cesse de taxer pour combler les trous. Le contribuable n'acceptera pas toujours d'être tenu pour responsable pour des actions qui sont individuelles et qui relèvent la plupart du temps sur des décisions individuelles et des comportements individuels. Donc ce rapport d'Audiny, qui a suscité beaucoup de débats, est ressenti comme une injustice par certains, inefficace par d'autres, et très certainement détourné de la réalité scientifique. Depuis une dizaine d'années, l'OMS a d'ailleurs, dans ses rapports, a d'ailleurs déterminé 4 objectifs d'importance croissante pour lutter contre l'obésité, sans se préoccuper forcément du coût, bien entendu, mais ces objectifs doivent rentrer en ligne de compte pour analyser la façon dont l'État pourrait financer ces actions. L'obésité doit être soignée, et le mot est médical, soignée médicalement. Les moyens thérapeutiques existent. Le premier, et qui souvent est plus qu'abordable et presque gratuit, c'est l'activité physique, qui peut être aidée par des stratégies psychologiques, comportementales, des traitements diététiques, voire chirurgicaux, et tout ça rentre dans les attributions du ministère de la Santé et du budget de la Santé. Si chaque fois qu'un budget dépasse ses limites, on doit taxer, la fiscalité n'est plus dans son cadre. En tous les cas, l'objectif de la fiscalité n'a jamais été de rattraper les insuffisances des ministères, des différents ministères, et la fiscalité n'a jamais été non plus un moyen de punir les gens, voire de les conditionner. Donc le fait de payer l'impôt est très mal ressenti quand on n'éduque pas d'abord, quand on n'explique pas d'abord et quand on ne s'appuie pas sur des thèses scientifiques établies, avérées, avant de rendre responsables les gens de ces dérives. La lutte contre cette obésité, si elle doit passer par l'alimentation, pourrait être faite en premier lieu par
une coopération avec les industries agroalimentaires qui sont prêts à faire des efforts pour améliorer la qualité des produits qu'ils mettent en vente, qu'ils mettent sur le marché, qui très certainement ont eux-mêmes effectué les recherches nécessaires pour améliorer ces produits et qui pourraient apporter leur avis dans cette lutte. Ensuite, il faudrait insister sur le fait que l'État dispose de tous les moyens pour, en amont, éduquer, démontrer aux gens ce qui est à leur portée, ce qui nuit à leur santé, ce qui éviter les excès, leur apprendre à éviter les excès. Tout ça peut se faire de manière par la communauté, bien sûr, mais de manière individuelle et que chaque citoyen prenne ses responsabilités par rapport à sa propre alimentation. J'espère pouvoir répondre à quelques questions sur la fiscalité et la technique, en tous les cas, pour répondre fiscalement à certaines obligations de l'État et de l'individu et essayer d'être au plus près de cette réalité économique, financière et même individuelle. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère avoir apporté un léger éclairage à ce débat. Je reste disponible pour toutes les questions que vous auriez envie de poser. Merci beaucoup.